avec le docteur Antoine Guillot, qui est chirurgien réputé dans l'obésité et qui va nous parler de ces kystes sacro-coccygiens, la façon dont il les prend en charge. Merci, docteur Guillot. Bonjour, merci de votre présentation. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran parce que j'ai mon PowerPoint affiché déjà. Oui, on le voit. Et le PowerPoint est affiché. Oui. Donc, parfait. Merci la régie. Donc, bonjour à tous qui êtes devant votre écran. Donc, en effet, je vais parler également du kyste sacro-coccygien et puis de la TPN, donc de la thérapie par pression négative. Donc, le docteur Beccara a parlé déjà, introduit donc la pathologie. Je vais pas passer trop longtemps dessus, mais le kyste sacro-coccygien, il faut imaginer que c'est une cavité où communique à la fois la cause, c'est les sinus pilonidaux, c'est ce qu'on va voir, c'est les petits trous, et puis la conséquence sont les orifices secondaires qui vont s'exprimer par un abcès, c'est une forme d'orifice, par que j'appelle une gougne, une induration. Il peut avoir après un écoulement au niveau de cet orifice, du sointement. Donc en effet, c'est une pathologie fréquente de l'adulte jeune. La moyenne d'âge c'est 25 ans, actif ou scolarisé. Donc cette pathologie va avoir un impact important. Et comme l'a dit le docteur Beccara, touche plus les hommes que les femmes. Donc différentes étiologies en effet, différentes hypothèses. Moi, mon avis, au vu de la littérature et puis de l'expérience, moi je pense vraiment que c'est un phénomène, c'est une pathologie congénitale qui va à un moment flamber sous l'effet hormonal puisque ça touche l'adulte jeune. Donc je vois un lien ici. On va avoir deux situations bien différentes. On va avoir le traitement en urgence, qui est l'incision de l'abcès, donc qui ne nous intéresse pas ici, ou derrière, par contre, ça intéresse messieurs, mesdames infirmiers et infirmières qui sont derrière l'écran. On va voir des petits méchages. Petite parenthèse, on pourra en reparler à la fin. J'étais très algostérile, puis hydrofibre à ce niveau. Je suis revenu à l'ancienne, alors j'utilisais jamais ça, à la mèche iodoformée, on pourra en reparler pour ces mises à plat. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le traitement à froid et donc l'exérèse radicale de ce kyste sacro-coccygien. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire après cette exérèse? Avec un problème de la récidive qui est fréquente et puis donc cette problématique d'arrêt prolongé et répété des activités donc chez adultes jeunes qui font leurs études, qui travaillent. Donc la pratique dans mon centre, c'est l'exérèse radicale, donc ça qui est commun à toutes les techniques, et derrière la cicatrisation dirigée. La technique, comment on fait? Pareil, patient en décubitus ventral, anesthésie générale, exposition bien du sillon interfécié, on colle de l'élasto de chaque côté sur la table. On va identifier les orifices primaires et secondaires, je vais délimiter la zone, on va dire théorique, au crayon dermographique, en effet, en essayant d'être le plus limité possible. Et puis, donc, je vais injecter du bleu de méthylène dans le ou les orifices primaires et secondaires. Et je vais réséquer jusqu'au plan de l'aponévrose sacrée, qui est une aponévrose blanchâtre, qu'on va voir au fond, en la respectant, pour permettre la meilleure cicatrisation possible. Et donc, je vais adapter l'exérèse en fonction du colorant. Si le colorant dépasse la zone théorique que j'avais dessinée au départ, je vais élargir mon exérèse. Donc, c'est une exérèse à la demande. Il y a un envoi systématique de la pièce en anapathe. Il faut bien faire l'hémostase, bien sûr, à la fin. Et à la fin du geste, je mets une mèche d'algostérile, donc qui a une vertu hémostatique, et puis un pansement avec des compresses et du Méfix. Le choix de la technique d'exérèse radicale avec cicatrisation dirigée, parce que je trouve que c'est une technique simple, rapide, on est plutôt là de l'ordre de 5-6 minutes, efficace, avec un recul qui est très très ancien, peu de complications, et un résultat esthétique qui est satisfaisant pour moi à distance, qui est d'ailleurs même étonnant, parce qu'on a au départ une plaie importante qu'on va faire cicatriser, et à la fin, finalement, on voit plus grand-chose. Et on pourra en reparler. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans la technique du lambeau, c'est qu'on va venir faire une cicatrice
un endroit qui est visible sur le haut de la fesse, alors qu'au départ, c'est quelque chose qui touche le pli interfessier. Donc, quand les fesses sont fermées, ben, finalement, on ne voit pas grand-chose à distance. Par contre, comme le disait le docteur Beccara, en effet, il y a des conséquences à cette cicatrisation, à cette exérèse et cicatrisation dirigée. C'est qu'on va avoir une plaie cavitaire qui est souvent profonde et qui peut être étendue, qui est en effet pas très visible par le patient, qui va être proche de l'anus dans une zone de macération. Donc, ça va poser des questions, des problématiques en termes des difficultés potentielles en termes de pansement. Que quand on laisse ouvert, je pense qu'en effet, par le fait du contact possible, on a un risque hémorragique qui, à mon avis, est supérieur, bien sûr. Une cicatrisation dirigée qui peut être longue, avec des arrêts d'activité socio-professionnelle qui vont être en effet certainement plus longues que le lambeau qui se passe bien, avec au final une altération de la qualité de vie. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est quel est l'intérêt de la TPN, c'est-à-dire la thérapie par pression négative, dans ce contexte. Alors là aussi, peu d'études sur TPN et kiss sacro-coccygien. J'ai retrouvé une revue de la littérature, 2 études contrôlées, 3 études rétrospectives de Case Report, qui à l'échelle tout ça de la littérature, c'est un peu peau de chagrin. On retrouve quand même sur toutes ces études un bénéfice de la TPN. Quand je dis TPN, on est sur la TPN classique que vous connaissez. C'est le VAC, on appelle ça, donc c'est KCI, mais généralement on parle de VAC. Donc ça a montré que ça apportait une cicatrisation plus rapide, qu'on avait une diminution du nombre de pansements, c'est un pansement qui se fait tous les 2-3 jours. On a une amélioration du suivi parce que pour poser ce dispositif, je pense qu'il n'y a pas eu de choses prouvées, mais par le fait qu'on instaure une fibrose plus importante, je pense que quand même, on diminue un peu le risque de récidive. Ça, c'est mon avis personnel. Et puis est arrivée la TPN portative miniaturisée, qui est un traitement en pleine expansion. Pourquoi en pleine expansion? Parce que c'est discret, parce que c'est facile d'utilisation, facile à mettre en place, parce qu'il y a un côté pratique que les HAD, que les pharmacies aiment bien, c'est à usage unique, donc on a une traçabilité, on a une disponibilité rapide, que c'est simple d'utilisation, donc le relais entre HAD, infirmière du patient, infirmier du patient se fait facilement, et que là aussi on a une amélioration de la qualité de vie des patients par rapport à la TPN classique. Mais il n'y avait jusque-là aucune étude entre l'utilisation de cette TPN portative et le kiss sacro-coccygien. Donc c'est pour ça qu'avec l'HAD, on a fait une étude, la première étude préliminaire, donc sur une série de cas, sur la prise en charge du kiss sacro-coccygien avec la thérapie, donc SNAP, qui est la thérapie portative de chez KCI. Donc le SNAP, c'est ça, je pense, je ne sais pas si vous me voyez, donc c'est ça, il y a des petits, il y a des plus gros. Et donc, c'est intéressant parce que le laboratoire vous le présentera plus en détail, mais c'est un dispositif qui nous a plu parce que c'est léger. Ça a été le premier sur le marché en tant que TPN mécanique. Donc, ça nous intéressait d'avoir du recul. C'est un matériel qui nous a paru être de qualité. Donc, je ne sais pas si c'est du matériel allemand, bon, c'est américain. Mais aspiration continue, ça, c'était le premier. On pourrait en parler, mais par rapport au Pico, là où on a une vraie aspiration à moins 125 mm de mercure, c'est-à-dire on retrouve exactement la même aspiration que sur la TPN classique. C'est un dispositif, ça c'est très sympa, autonome, avec une activation mécanique. Vous le verrez avec ma collègue qui travaille chez le laboratoire KCI. Donc il n'y a pas de source d'alimentation électrique ni de pile. C'est un dispositif qui est silencieux et simple d'utilisation. Il ne fait pas bip bip. Il y a un contrôle qui est visuel en fait. Quand la cartouche est pleine ou qu'elle est déchargée, on va avoir un niveau visuel. Le système ne va pas, comme les autres, se mettre en alerte et va venir biper, par exemple, en pleine nuit, et ça va créer du stress. Et puis, il y a une valve anti-retour, bien sûr, pour éviter le risque infectieux. Et c'est un dispositif qui a été conçu spécifiquement pour les plaies petites à moyennes, jusqu'à moyennement exsudatives. Donc, avec une capacité quand même d'absorption importante. Donc, le protocole d'étude, ça a été donc indication d'exérèse du kiss sacro-coccygien. Quand l'indication a été posée d'exérèse, est-ce qu'il y avait la place du SNAP ou pas?
en fonction d'un geste, il fallait quand même une qualité assez importante. On avait pris un cut-off à 5 cm, a fortiori ou à 4 cm. A fortiori, si c'était une récidive, c'était intéressant pour nous de l'utiliser. C'était intéressant d'étudier la distance par rapport à l'anus. Si c'était vraiment trop proche de l'anus, on décidait de ne pas le poser parce qu'on n'allait pas pouvoir faire un pansement étanche. Et puis, donc, on faisait la demande d'HAD avec une transmission fluide de toutes les ordonnances dès la programmation du patient, donc en préopératoire, signature de tous les consentements de cette façon classique. Donc, à J0, on réalisait l'exérèse du kyste avec une cicatrisation dirigée avec un alginate, avec algostérile, pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, le patient était revu par l'infirmière plaie et cicatrisation avec une recherche des contre-indications à la pose du SNAP et puis décision collégiale à ce moment-là de pose du SNAP, donc avec cette infirmière et moi-même. Et puis poursuite du SNAP, donc dans le cadre de l'HAD. Donc on a étudié 10 patients avec 3 femmes et 7 hommes, avec d'un âge moyen 20 ans. Donc là, on est dans les standards du kyste sacro-coccygien. Il y avait 2 patients qui avaient déjà été opérés donc, en situation de récidive, ce qui fait 20% des patients, avec une taille moyenne de la plaie de 6 cm. Donc c'est bien ça. Il y avait un cut-off à 4 cm, et puis la plus grosse plaie était à 10 cm. Il y avait une distance plaie marginale, ce qui est très important pour le pansement. Il y avait une plaie dont la distance était inférieure à 20 mm et 9 dont la distance était supérieure ou égale à 20 mm. Les résultats, c'est qu'on a eu une durée moyenne de cicatrisation de 5 semaines. Le pansement, on était dans les clous pour le pansement entre J7, J10 et une fois J11 parce qu'il y avait un week-end. Il y a eu une reprise chirurgicale pour une hémostase, mais c'était avant la sortie du patient. Il y a eu une douleur moyenne lors de la première pose du SNAP comprise entre 7 et 8 sur l'échelle EVA, avec une douleur moyenne la première semaine à 5 donc sur l'échelle EVA. Donc ça nous a conduit à ce moment-là à diminuer la pression, ce qui est possible, dans 2 cas. Donc on a diminué, on est passé de 125 à 100 mm de mercure. Le rythme de réflexion du pansement chez 9 patients a été toutes les 72 heures, ce qui est le temps préconisé. Et chez un patient, on a été obligé de changer le pansement tous les 48 heures parce qu'il y avait un décollement du pansement, parce qu'il y avait des exsudats qui étaient épais, puis que le tuyau d'aspiration se bouchait. Il y a eu ces différentes problématiques à cause du tuyau d'aspiration qui se bouchait parce que l'exsudat était épais. Le rythme du changement de la cartouche que je vous ai présenté tout à l'heure était une fois par semaine, ce qui est le temps préconisé. Donc, ça, c'était le patient à J0 post-opératoire, donc avec une plaie propre, avec des bords sains, donc une plaie du SNAP. Donc, on voit quand même que ça a bien évolué. Si je reviens en arrière entre ça et jour, là, on voit quand même une différence importante. Où là, on a une plaie qui a quand même bien bourgeonné, qui est un petit peu fibrineuse, mais vraiment moins. Qui est exsudative, mais on voit que c'est pas pour ça qu'elle dépasse les capacités du SNAP. On a un SNAP qui continue à bien fonctionner, qui est moins odorante, avec des bords sains. Le SNAP, là, on n'a pas eu de phénomène d'irritation, même au contraire, si on revient en arrière, on voit qu'on a des berges qui sont plus saines. Avec un changement, là, pour le coup, c'était un des 2 cas, on a changé la pression du SNAP, on a diminué à 100 mm de mercure pour avoir un petit peu moins de douleur. Donc ça, c'était 14 jours après la pause. On voit que ça a encore bien bourgeonné. On voit des berges qui sont vraiment belles, qui ne sont pas du tout inflammatoires. On voit qu'il n'y a pas de fibrine. L'exsudation a nettement diminué. Voilà. Ça, c'est à 3 semaines du SNAP. On est maintenant à 1 mois post-opératoire. On voit qu'on a une épithélialisation qui commence à se faire. On n'a quasiment plus d'exsudat. On a une plaie qui bourgeonne bien, qui est bien vivante, avec des bords toujours sains, ce qui montre que le SNAP n'a toujours pas à ce moment-là créé d'irritation. À ce moment-là, on décide de poursuivre le SNAP pour gagner en profondeur. Et donc là, on est à J24 du SNAP, on est à 34 jours post-opératoire. On a une plaie tout à fait bourgeonnante avec une épithélisation qui est vraiment bien engagée, des bords sains. Voilà, et puis là, on est à 3 semaines, J38 post-opératoire, on décide d'arrêter
le SNAP. On a une plaie qui fait plus que 0,3 cm de largeur sur 2,2 cm de haut avec une profondeur de 0,3 cm. Donc on peut considérer qu'elle est plane. Donc relais avec par les infirmiers libéraux du patient, infirmières libéraux du patient pour un pansement simple par hydrocellulaire siliconé jusqu'à la cicatrisation. Ce que je vois souvent, on pourra y revenir à la fin, ce que je vois souvent, c'est des pansements qui se prolongent parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'on est arrivé, par exemple, à ce moment-là, moi, je vais dire aux patients, vous direz bien aux infirmiers, vous faites encore toute la semaine et puis vous arrêtez. Pourquoi? Parce que si on maintient un pansement siliconé, on va maintenir un milieu humide qui va, à la fin, empêcher l'épithélisation complète. Donc, à la fin, c'est mieux d'avoir une plaie à l'air dans un sous-vêtement propre pour finir la cicatrisation. Ça, c'est important parce que je vois souvent des patients où je retire le pansement et je ne comprends pas forcément pourquoi il y a encore le pansement. Et donc, ça, c'est important d'être vigilant pour ça. Donc, en 5 semaines, on a une longueur de plaie qui est passée de 6 à 2,2, une largeur de 2 à 0,3 et donc une profondeur de 2 à 0,3 cm. Le retour, alors, il faut être attention, vigilant sur les conclusions, c'est que 10 patients, nous, le retour d'expérience qu'on a eu, ce n'est pas une étude randomisée, donc on ne peut pas dire ce traitement par rapport au traitement classique sans SNAP. Ça va être un retour d'expérience, un ressenti par rapport à l'expérience de tous les patients qu'on a pris en charge sans SNAP. On a eu le sentiment qu'on avait une diminution du temps de cicatrisation d'environ 1 semaine, avec une reprise des activités qui était plus rapide. Notamment, on a eu un patient qui a pu reprendre l'école au bout de 15 jours, et donc c'était très important pour lui. On a eu des patients qui étaient plutôt douloureux à la première pause et lors de la première semaine, avec une bonne satisfaction globale, mais une insatisfaction initiale fréquente. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est des patients qui avaient eu pendant un peu plus d'1 semaine un traitement par méchage, généralement qui toléraient bien, d'autant plus qu'ils s'y étaient habitués, et donc on est passé de ce méchage au SNAP avec un pansement au départ qu'ils ont ressenti comme plus douloureux. Avec, on l'a vu pour nous, une amélioration de la qualité de vie, il nous a semblé, par rapport aux patients qui étaient traités par exérèse. Donc, quelles conséquences ont eu l'étude pour notre pratique? Et c'est pour ça quelle est notre prise en charge actuelle. Donc, pour le KSC exérèse radicale, pour les exérèses de moins de 5 cm, en péropératoire, donc à J0, je mets en place l'algostérile, qui a donc cette vertu hémostatique, mais le patient est opéré en ambulatoire, il sort le jour même, mais dès le lendemain, je prescris un hydrofibre type Aquacel Extra qui va se retirer plus facilement, qui ne se délite pas. On a passé la phase de risque hémorragique, presque à 100%, et donc je trouve on va rentrer dans une phase par contre qui est plus exsudative, donc on va avoir un pansement qui absorbe mieux, qui est plus facile à enlever, et vous me ferez votre retour d'expérience, mais je crois que les infirmiers et infirmières en sont contents. Quand ça fait plus de 5 cm, on met en place au bloc, en péropératoire, de suite la TPN classique, avec à la fois une mousse blanche et une mousse noire pour qu'il y ait un retrait plus facile. Le patient sort donc le lendemain, on se donne 1 nuit d'hospitalisation pour être sûr qu'il ne va pas avoir un problème de saignement, pour être sûr que c'est bien toléré par le patient, pour être sûr qu'il ne va pas avoir un problème de fuite et que ça va être gérable à la maison. Et donc, il sort le lendemain, il est pris en charge de suite par l'HAD à domicile, qui va continuer la TPN classique pendant 7 à 10 jours. Et au bout de 7 à 10 jours, si les conditions sont réunies, on prend une décision collégiale. Et à ce moment-là, on met en place le SNAP avec toujours une mousse blanche pour un retrait plus facile. Et là, on y associe, vous le verrez en détail, la mousse bleue qui est ici. Notre réflexion aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne mettrait pas en place, en fin d'intervention directement, le SNAP pour les exérèses de KSC de moins de 5 cm, et avec cette fois-ci une sortie en ambulatoire avec l'hospitalisation à domicile. Et je pense dans très peu de temps, c'est ce qu'on va faire. Merci de votre attention. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant et on a plein de questions. Donc, alors,
Mathilde Ville qui dit on continue l'alginate malgré la fibrine. Cette alginate questionne. D'accord. Oui, ça aurait pu, en effet, la question se poser de changer quand on a vu cette fibrine, mais on était déjà presque arrivé au moment où on allait poser le SNAP, mais par une mèche qui aurait plus de vertus antifibrineuses comme l'urgocline, par exemple. Okay. Et excuse-moi, Antoine, justement, le fait de basculer plus rapidement sur la TPN, c'est ce que tu fais maintenant. En fait, tu ne laisses plus l'alginate 10 jours comme tu le faisais au début. Du coup, tu as constaté moins de fibrine, j'imagine. Et oui, de toute façon, maintenant, quand on décide de mettre une TPN, on la met d'emblée pour deux choses. Autant attaquer d'emblée parce qu'on est sur une grosse plaie, donc on va gérer les exsudats et on va avoir moins de fibrine. Et en plus, on ne va pas avoir ce vécu du patient qui a connu le méchage et qui connaît la TPN. Il aura connu que la TPN. Très bien. Donc la question suivante vraiment mérite vos commentaires. Celle de Katharina Tran qui dit, voilà, je vous laisse lire. Donc si j'ai bien compris, le SNAP ressemble au PICO ou au VAC, sauf que le SNAP s'utilise avec l'alginate et changement de pansement tous les 7 jours environ ou saturation. Merci de votre question, mais pas du tout. Donc, juste... Là, il y a le méchage. Bon, ça, ce que vous voyez tous chez vous, il y a une exérèse du kiss acrococcygien. Vous méchez. Certains vont laisser qu'un alginate algostérile. D'autres, ce que je fais maintenant, vont passer sur un hydrofibre comme l'Aquacel. Bon, ça, c'est de la cicatrisation dirigée standard. Là, pour la TPN, il y a la TPN classique, c'est la grosse machine avec une mousse, peu importe la couleur, on met une mousse, on met un film. Donc la mousse se met directement dans la cavité. C'est cette mousse, peu importe qu'elle soit blanche, bleue ou noire, elle se met directement dans la cavité, il faut retenir ça. Et on va mettre un film qui va faire l'étanchéité avec un patch ici avec un tuyau qui va venir se mettre là et qui va être relié à un aspirateur en fait en continu, généralement à moins 125 mm de mercure. Donc on n'a plus d'alginate, on n'a plus d'hydrofibre à ce moment-là. Et le SNAP, c'est simplement que ça a été miniaturisé. C'est-à-dire qu'il y avait la grosse machine et on est passé à un système miniaturisé, mais qui est toujours sur... Et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait le SNAP, c'est un vrai VAC. Alors que les autres dispositifs, vous me parlez du PICO, le PICO, pour moi, c'est pas un vrai VAC. On a une aspiration qui est beaucoup moins importante, ce qui crée beaucoup de problèmes au niveau des exsudats. Là, on a un vrai VAC, sauf qu'au lieu que ça soit électrique avec une aspiration mis électriquement, là, il y a une pompe manuel qui permet d'activer le dispositif à moins 125 mm de mercure. Et comme en fait les biberons que vous connaissez ici aussi, en fait cette pression va se mettre en place mécaniquement. Est-ce que ce SNAP est disponible en ville? La question suivante, c'est est-ce que le SNAP est pris en charge par les IDEL en HAD ou seulement en consultation de plaie et cicatrisation? Alors, sous le contrôle de Chloé, du docteur Géry, ce dispositif ne peut être remboursé que s'il est dans le cadre de l'HAD. En fait, ce dispositif, comme tous les pansements aspiratifs et tous les dispositifs de TPN, ne sont pris en charge financièrement que dans le cadre d'une hospitalisation. Donc, soit une hospitalisation standard dans un service classique, soit une hospitalisation à domicile. La différence, c'est que l'hospitalisation à domicile, toutes les hospitalisations à domicile ne fonctionnent pas de la même façon. C'est-à-dire que certaines ont leurs propres infirmières, et ce sont les infirmières de l'HAD qui vont venir faire le soin au domicile du patient, et d'autres s'appuient sur les infirmières libérales qui sont déjà en place. Donc, effectivement, le pansement peut être réalisé par une infirmière libérale au domicile du patient, mais sous la responsabilité de l'HAD. Et le financement des soins réalisés par l'infirmière ne se fera pas directement par l'assurance maladie, mais par l'HAD. Donc voilà, c'est une petite astuce, on va dire, au niveau de l'organisation et au niveau responsabilité, pour que tout soit sécurisé et que tout le matériel soit accessible aux patients à domicile. Il y a une autre question qui est, et vous l'avez abordée, mais il faudrait peut-être le préciser davantage, la différence entre la mousse de 3M
Et le pansement de Picot, c'est que le pansement est un pansement standard, c'est-à-dire que c'est un hydrocellulaire auquel on a adjoint une mini-pompe qui ne fait que transférer le liquide de la plaie vers le pansement et qui ne va pas plus loin. Alors que la mousse, c'est une mousse qui interagit avec les berges. Et l'effet de promotion du bourgeonnement, et ça ce sont des travaux anciens, montre que le bourgeonnement est nettement plus sollicité, avec ses conséquences en termes de douleur et de gêne possiblement, mais il est beaucoup plus sollicité par la mousse, dont les pores sont tout à fait adaptés à cet aspect de bourgeon fraise qui est observé avec la mousse et qui n'est pas observé avec le Picot. Le Picot, c'est un outil d'aspiration. Le troisième, c'est un outil de stimulation du bourgeonnement. Ce sont des éléments qui sont importants. Il y a une autre question de Michael Chavez, excusez-moi. En commençant la TPN à J0, quel est le gain de temps en cicatrisation? Alors, il n'y a pas d'études là-dessus. Donc, je ne pense pas que ça fasse gagner énormément de temps. On va gagner certainement un peu de mettre la TPN d'emblée, mais je crois que c'est aussi l'organisation qui se fait de suite en HAD avec le patient, avec ce vécu aussi où tout de suite il est habitué avec la TPN. Donc ça ne va pas être flagrant, je pense, à la fin, même si on va gagner un peu, mais c'est aussi organisationnel et en termes de vécu patient. D'accord. Autre question de David Raymond. Peut-on, pour la qualité de vie du patient, alterner pansement alginate et SNAP dans la journée? Waouh. Je vois pas trop l'intérêt, en sachant que le SNAP, on peut quand même se balader avec. J'avais pris ça, je ne vous l'ai pas montré. On peut l'accrocher voilà, à la jambe, par exemple, et se balader avec. Ça ne sonne pas. Donc, je vois pas l'intérêt de faire ces changements. On va aller changer de dispositif avec les méchages ou avec le SNAP. Donc, on va compliquer les choses, je trouve. Je ne vois pas l'intérêt. Oui, si je peux me permettre, je pense que ça va même aggraver les choses puisque le pansement SNAP, son intérêt, c'est d'être fait tous les 2-3 jours, voire même 2 fois par semaine. Si on alterne dans la même journée un alginate, un SNAP, ça va être l'enfer pour le patient, y compris en termes de douleur, puisqu'on va retirer la mèche, enfin, ou le dispositif, que ce soit la mousse ou la mèche, on va la retirer. Je suis d'accord avec Antoine. Le coût va être doublé. Donc, et en plus. Ce soit une très bonne idée. Une autre question, bonjour. Que pensez-vous de la mise en place d'une interface? Alors, les interfaces en cas d'absence de mousse blanche, est-ce que la mousse blanche, vous la posez comme une interface ou est-ce que vous posez une interface en cas de douleur très importante? On le sait, ces jeunes sont traumatisés par ces douleurs chroniques et c'est très fréquent qu'on ait une hyperalgie de la zone, quoi qu'on fasse, et qui peut faire en sorte que la TPN ne soit pas supportée. Alors, c'est une très bonne question. Et donc là, c'est la vraie vie. Moi, quand j'étais chef de clinique, j'ai pris en charge vraiment des grosses pertes de substances et même depuis aussi, par exemple, sur les gangrènes de Fournier. Donc là, moins de pertes de substances traumatiques, ça je le faisais plus au CHU. Mais après, je prends toujours en charge, notamment sur les gangrènes de Fournier, des très grosses exérèses. Et il m'est arrivé souvent, en fait, de mettre une interface, de mettre de l'algostérile en plaque et en fait en interface directement. Alors ça, disons que c'est voilà, je dirais presque du bouche à oreille ou de la connaissance qu'on se transmet entre les praticiens ou avec le labo. Ah oui, j'ai vu un tel faire ça. Et puis c'est vrai que moi très tôt, donc ça fait déjà 7-8 ans que je fais ça. Où de temps en temps, ça m'arrive de mettre une interface, l'algostérile plus précisément, en plaque. Mais depuis qu'il y a la mousse blanche, maintenant, à la place de l'algostérile, je mets la mousse blanche. Oui, mais c'est très bien parce que l'algostérile, c'est vraiment pas conseillé. Et on avait publié il y a quelques années avec une interface plus simple, un type Urgotul ou Adaptic. Algostérile, ça absorbe, donc ça absorbe avant d'absorber, c'est pas très logique. Mais ça se faisait beaucoup, pardon, c'est vrai que ça se faisait beaucoup. Oui. Alors, tu peux intervenir en tant que... en tant que médecin code HAD pour parler de la douleur, parce qu'en fait, ça a été proposé pour limiter les effets douloureux au retrait de la mousse. De mettre une interface, que ce soit l'Urgotul ou que ce soit l'algostérile, enfin peu importe. Mais d'une part, je pense qu'on perd...
Non, non, c'est pas une interface, mais je veux dire de positionner quelque chose entre la mousse et la plaie pour limiter les phénomènes douloureux au retrait. Comme le disait Monsieur Théo tout à l'heure, d'une part, on perd tout le bénéfice de la mousse qui stimule le tissu de granulation et qui a un effet stimulant. Si on lisse par quoi que ce soit, qu'on interpose quoi que ce soit, on lisse cet effet de mousse et donc on perd le bénéfice. Donc c'est quand même dommage parce que ce qu'on gagne en cicatrisation, on le perd en interposant un dispositif entre le bourgeon et la mousse. Et donc, grâce à la mousse blanche, on limite énormément les phénomènes douloureux. Donc, il faut vraiment utiliser ça plutôt que d'interposer quoi que ce soit. Et puis, pour ce qui est de la douleur, l'avantage, c'est que le VAC étant disponible à domicile avec une HAD, on va pouvoir, par l'intermédiaire de l'HAD, apporter beaucoup de solutions en termes de douleur, et notamment le méopa. Mettre en place du méopa à domicile avec une HAD, c'est absolument pas un problème. Et c'est tout à fait adapté à ce type de soins. Donc, par l'intermédiaire de l'HAD, vous avez le méopa, vous avez la mousse blanche, vous avez le SNAP. À partir de là, il n'y a pas grand-chose en termes de douleur. La seule chose qu'on pourrait faire pour compléter la gestion de la douleur, si c'est vraiment important, c'est qu'avant de retirer la mousse, on peut, avec un trocar, piquer à travers la mousse et instiller de la xylocaïne qu'on va laisser poser, qui va imprégner le bourgeon. Et du coup, au retrait de la mousse, on aura une anesthésie vocale qui rendra tout ça nettement plus confortable. Chloé, je pense que ça, pour passer des messages clairs, est vraiment important. Aujourd'hui, dire qu'il faut arrêter le VAC, c'est basique, mais avant d'enlever le pansement, et qu'il faut l'arrêter suffisamment avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je conseille 2 heures avant. Avec le SNAP, une heure est suffisante avec le SNAP, mais oui, effectivement, il faut arrêter. Une heure avant, qu'il faut irriguer le pansement avec du sérum physiologique pour qu'il puisse se décoller facilement. Voilà, qu'on peut en effet injecter de la xylocaïne du coup pour que ça soit moins douloureux. Et comme message, donc aujourd'hui, il n'y a plus lieu du tout de mettre une interface entre la mousse et la plaie. Vous l'avez compris, si le retrait est douloureux, on a la possibilité de mettre la mousse blanche. Et moi, ce que je pense personnellement, c'est que la mousse blanche, au départ, il faut la mettre systématiquement et qu'après l'avancée du pansement, on peut éventuellement repasser à la mousse simple, noire ou bleue, mais sans la mousse blanche. Est-ce qu'il vous est arrivé dans des paires de substances importantes qui vont jusqu'au sacrum, coccyx plus exactement, d'avoir de sentir que le SNAP est insuffisant en termes de traction? Et est-ce que vous avez essayé des mousses différentes, des mousses plus modernes avec des trous dedans, qui sont plus douloureuses certainement, mais qui sont plus efficaces en termes de promotion, de tissu de bourgeonnement et d'élimination d'infections? Et ça rejoint une deuxième question qui est: que faites-vous dans les récidives? Parce qu'il doit bien y avoir des récidives, il y en a souvent, partout. Et donc là, est-ce que vous recréez une autre excision supplémentaire, c'est-à-dire est-ce que vous agrandissez la plaie, ou est-ce que vous partez directement est-ce que vous faites une IRM pour voir s'il y a une récidive? Voilà, quelle est votre attitude versus la récidive? Merci pour votre question. Alors, je trouve que déjà, la récidive, souvent, est-ce que c'est vraiment une récidive? Est-ce qu'on doit vraiment l'appeler récidive? Parce que très souvent, en fait, ce qu'on appelle récidive, moi, je l'appellerais presque nouveau kyste, parce qu'il touche la plupart du temps, je trouve, la périphérie. Et donc, est-ce que c'est pas une nouvelle pathologie plutôt qu'une vraie récidive? Et donc, c'est pour ça que je fais une IRM, en effet, dans quelques cas, pas dans les cas de récidive, parce que souvent, l'histoire est bien claire, mais quand c'est la première fois que la présentation est bizarre, un peu trop près de l'anus, un peu trop loin sur le pli interféciel, trop latéralisé et proche de l'anus, ou trop proche de l'anus dans l'axe du sillon interfécié, là, je fais une IRM avec une radiologue qui s'appelle Sophie Aufort ici, où je lui demande particulièrement à elle toujours à elle de regarder pour pas se faire piéger et pour pas tomber sur une fistule anopérinéale, où là, vraiment, on serait pas bon si on faisait cette exérèse avec cicatrisation dirigée, qui aurait mérité donc une exploration du canal anal et un céton, un drainage par élastique. Donc voilà, et après, du coup, vu que je la considère quand même comme une nouvelle pathologie, finalement, je vais la prendre en charge de la même façon, en étant plus porté sur l'ATPN, dans cette idée qu'on va rapporter de la fibrose supplémentaire en espérant que ça évite une nouvelle pathologie ou une nouvelle récidive.
Okay. Et une nouvelle pathologie, est-ce que tu es tombé parfois sur des diagnostics différentiels de type maladie de Verneuil, comme ça peut être associé et qui nous trompe un petit peu? Je ne sais pas, monsieur Théo. À l'anapathe. Non. Tu envoies toujours ta pièce d'exérèse de toute façon. Toujours. Et de mémoire, je crois que j'ai jamais eu une fois où j'ai envoyé un kyste sacro-coccygien où ça m'a répondu maladie de Verneuil. Oui, il n'y a peut-être pas de spécificité de la maladie de Verneuil. Et la mousse. Je ne suis pas sûr que l'anapathe fasse la différence, en effet, vous avez raison. Ah. La mousse noire, la mousse à trous, pardon. Non, jamais, pas d'expérience, j'ai toujours utilisé les mousses standards. Et l'instillation? Pardon. Oui, l'instillation. Non, j'utilise pas l'instillation. Ok. L'instillation, je l'ai utilisé quelques fois, mais par exemple dans les gangrènes de Fournier sur des plaies beaucoup plus larges. Bah, écoutez, on vous a bien épuisé là, hein, avec toutes ces questions. Mais vous avez répondu très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.